Prenez place, chers intervenants, bienvenue à ce forum « Je veux produire de l'énergie, puis-je l'utiliser ou la vendre en direct ?» Nous allons être 3 quarts d'heure ensemble, jusqu'à 11h45. Ensuite, on bascule au Café des Agris. Vous pourrez poser vos questions et nous rejoindrons des exposants et d'autres experts de l'énergie en agriculture pour compléter les propos de nos intervenants. Et j'ai le grand plaisir d'avoir à nos côtés, avec le soleil dans les yeux, Gabriel. J'espère que ça ira. Gabriel Dufour, c'est parfait, tu es bien. Dans la lumière, responsable énergie et durabilité des systèmes au sein du think tank Agridé, partenaire du SIAPRO. Oui, bonjour Marie-Laure et merci pour cette invitation. Bonjour, merci Gabriel, bienvenue. On va faire dans l'ordre. Oui, Hugo Battel, directeur transition et innovation au sein du groupe Oxiane. Vous nous venez de Lyon, Hugo. C'est ça, merci pour l'invitation. Merci de votre présence. Ensuite, Clément Bizouard, expert comptable, membre du réseau Agir Agri. Bienvenue Clément. Merci. Et voilà, et j'en profite pour montrer le très très bon ouvrage que vous avez écrit sur la méthanisation. Moi, agriculteur, je pilote. Je vous conseille vraiment ce livre très pratique pour les chefs d'entreprise agricoles. Il est disponible sur le stand d'Agir Agri, à côté du stand d'Agridé. Et enfin, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Dinel, agriculteur et président de l'APEFA. Vous nous en direz plus sur cette association. Bienvenue Frédéric, bienvenue à tous les 4. Et j'en profite aussi pour faire un petit peu de publicité à cet observatoire des tendances de l'innovation agricole, où on retrouve d'ailleurs Gabriel qui nous parle de production d'énergie. Il est téléchargeable sur le site du SIAPRO. N'hésitez pas, c'est précieux. Il y a plein d'avis d'experts sur tous les sujets des conférences qu'on a le grand plaisir d'animer pendant ces 3 jours. Alors on va aller dans le vif du sujet. On va commencer avec vous, Hugo. Vous représentez Oxiane, qui soutient 5000 agriculteurs adhérents. Ça fait 1 sur 3 dans votre région, ce qui est pas mal comme couverture. Dans la production d'énergie renouvelable, vous avez commencé avec la méthanisation, l'agrivoltaïsme un petit peu plus tard. Est-ce que vous pouvez présenter Oxiane, et puis on fera un petit point, parce que j'ai vu que vous étiez sans doute, comme vous 4, maîtres au fait des dernières annonces gouvernementales, de l'actualité. Est-ce que ça va dans le bon sens, tout ça, ces annonces PPE3 Vous allez nous en dire un petit peu plus. Bienvenue Hugo, je vous laisse prendre le micro et vous représenter. Écoutez, donc Hugo Battel, moi je suis directeur de l'innovation et de la transition donc pour le compte de la coopérative Oxiane. On est un groupe coopératif basé donc à Genasse, dans l'Est lyonnais, et on couvre la région Rhône-Alpes, l'ex-région Rhône-Alpes. On a 4 pôles d'activité. Le premier qui est la partie collecte de céréales et distribution de tous les intrants nécessaires à la production. On est le leader en collecte sur la région. On fait à peu près 600 000 tonnes de collecte de céréales. On apporte aussi tous les intrants nécessaires à la production viti, arbo et maraîchage, puisqu'on a la chance d'avoir une région très diversifiée en termes d'agriculture. On a un pôle nutrition animale, donc on transforme une partie de la céréale qui est collectée auprès de nos adhérents. Donc on produit à peu près 350 000 tonnes d'aliments. On a notamment un outil de trituration de soja dans lequel on a investi récemment dans le cadre du plan d'autonomie protéique. Un 3e pôle métier qui est la production d'œufs. On produit à peu près 800 millions d'œufs par an, avec un réseau de 130 éleveurs en intégration. Et puis le dernier pôle métier, c'est le loisir vert grand public, avec 70 magasins sous enseigne gamme vert. Alors tout ça c'est très bien, mais il y a aussi, au-delà de la production alimentaire, la production d'énergie qui intéresse de plus en plus vos adhérents. Comment vous les accompagnez? Quelles sont leurs demandes? Alors moi je suis arrivé du coup pour structurer justement cette offre d'accompagnement à destination des adhérents en 2018 au sein du groupe. Donc ça faisait un peu suite à une volonté du conseil d'administration. On a une gouvernance qui est un peu particulière dans les coopératives, donc impulsé sous le besoin du conseil d'administration, il y a eu cette embauche qui a été faite. Effectivement au départ plutôt sur des thématiques méthanisation. Donc aujourd'hui, on a un parc de méthaniseurs en service. Derrière, on a souhaité toucher un plus grand nombre d'adhérents, puisque la méthanisation s'adressait quand même à un nombre assez restreint d'agriculteurs. On a parlé de 5000 adhérents. Et donc, pour passer à l'échelle, on a proposé du coup de développer un service photovoltaïque, plutôt toiture. D'abord, on a été apporteur d'affaires auprès d'un développeur lyonnais. Et puis en 2023, on a fait le choix d'internaliser l'ensemble des compétences en créant du coup une filiale de la coopérative que je dirige, et où on a intégré l'ensemble de la chaîne de valeur allant de l'étude jusqu'à la construction et l'exploitation des sites. Et puis en 2021, on a mis un premier pied dans l'agrivoltaïsme avec du coup la mise en place d'un dispositif expérimental sur verger de cerisier.
Et ça nous a permis de nous faire nos propres convictions sur ce sujet-là. Et donc on s'est investi, je dirais, de façon plus institutionnelle même dans la filière, avant même de le faire de façon très concrète auprès de nos adhérents. Et donc là, on est dans les lancements de l'offre agrivoltaïque sur notre périmètre. D'accord, donc vous avez fait tout ce cheminement, sans doute vous avez essuyé quelques plâtres, il y a eu voilà, peut-être voilà, pas des faux départs, mais un contexte qui était peut-être moins facile. Aujourd'hui, il y a davantage un cap, une vision. Est-ce qu'on y voit un petit peu plus clair? Là, je vous amène sur ce soutien à l'indépendance énergétique de la France, dont les agriculteurs peuvent être tout à fait acteurs. Alors sur la méthanisation, on a effectivement essuyé les plâtres parce qu'on a vraiment connu justement la mise en place du cadre réglementaire, etc. Donc on a un peu l'impression de revivre le même phénomène avec l'agrivoltaïsme. C'est des parallèles, je fais beaucoup de parallèles entre la méta et l'agrivoltaïsme parce qu'il y a pas mal de choses qui sont communes. Moi je dirais que le contexte passé était plus facile. En tout cas, on avait de la visibilité, de la capacité à développer, la confiance des financeurs. Pour la méthanisation, par exemple. Méthanisation photovoltaïque, toiture. Okay. C'était plus simple. Pour nous, on voyait que des belles perspectives, pas d'ombre au tableau. Enfin, on était plutôt une filière intouchable. On avait un peu cette impression-là. Et malheureusement, non, le contexte est plutôt compliqué. On a certes une PPE qui nous rassure, puisque directement on a rappeler PPE, donc programmation pluriannuelle de l'énergie, voilà. Donc qui permet de décliner la stratégie énergétique du pays. Et donc on l'attendait depuis 3 ans, on a enfin à peu près des règles, même s'il reste pas mal de choses à éclaircir. Mais pour autant, aujourd'hui, je me veux plutôt optimiste et positif en disant que heureusement qu'on a une PPE qui nous donne quand même un cap et qui nous laisse la possibilité de continuer à faire des ENR. Une vision, vous m'avez dit quand même. Pour autant, quand on se reprojette à notre échelle, avec les volumes prévus, ça reste assez prudent, même si on comprend. Moi, je pense qu'on a aussi une nécessité de rationaliser entre guillemets le développement de notre filière pour pas justement se tirer de tendre la main pour se faire battre entre guillemets. Mais pour autant, je pense qu'on réfléchit le problème un peu à l'envers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a besoin de décarboner, on a du fossile, on a de la place. Tout à fait. La problématique à laquelle on se heurte, c'est le manque d'électrification des usages en fait, tout simplement, parce que sinon on sait faire vite, pas cher. Et donc on est au rendez-vous. C'est simplement qu'on a un manque de besoin d'électricité là à date. Bon, même si je pense qu'on se cache pas mal derrière le fait que vendre de l'électricité aujourd'hui, c'est pas forcément un problème, mais bon, enfin voilà. Donc je pense qu'il y a pas mal quand même de perspectives positives, même si on attend cette électrification des usages qui nous permettra de mettre ce débat derrière nous et de pouvoir développer sereinement les ENR. Bien sûr, bien sûr. Alors pour en revenir plus au niveau individuel des chefs d'entreprise agricoles, justement l'intitulé de la conférence c'est très concret et très voilà. Puis-je l'utiliser ou la vendre en direct? Qu'est-ce que vous conseillez? Quelles sont les tendances? On parle aussi beaucoup de partage de la valeur. Alors, il y a plein de questions dans votre question. Il faut faire le tri. Je vais essayer d'y répondre par le côté concret d'abord, et puis après on rentrera peut-être un peu dans différents tiroirs. Mais la première chose, je pense que c'est important de s'adapter. On a vu démarrer en méthanisation par de la cogé, on est arrivé sur de l'injection. Il faut peser l'avantage et l'inconvénient de chacun, mais ça permet de faire ses choix. Moi, dans le photovoltaïque, on ne s'est pas posé la question pendant très longtemps de valoriser l'électricité pour soi-même, parce qu'en fait l'électricité n'est pas forcément très chère. On a des exploitations agricoles qui majoritairement ne consomment pas énormément d'électricité, donc on était dans les logiques de vente pour plutôt financer des bâtiments, etc. D'accord. Et là on est en train de complètement inverser le modèle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on développe des usages d'autoconsommation individuelle, collective, avec du stockage virtuel, physique. Et donc moi je trouve que c'est très gratifiant, ça donne beaucoup de sens à ce que l'on fait, puisque du coup on contribue à la résilience et à la... On parle de résilience économique et résilience écologique, hein, c'est un mot qu'on entend. Et je pense qu'on est un peu en avance de phase par rapport à là aussi l'électrification des usages qui va se passer dans le monde agricole, mais en tout cas je suis persuadé que grâce à ces choses-là on va permettre d'avoir de la compétitivité dans nos exploitations. Le mot est prononcé, compétitivité. Merci Hugo, on reviendra vers vous et puis aussi le Café des Agris pour vous poser des questions tout à l'heure. Je me tourne vers notre agriculteur du plateau, Frédéric Dinel, qui nous venait du Morbihan, une exploitation que vous avez reprise en 1998, c'est ça? Beaucoup de cheminement aussi. Peut-être aussi un peu d'essuyage de plâtre, comme on dit. Beaucoup. Et puis, beaucoup. Mais tout ça quand même en gardant aussi ce cap avec, d'ailleurs, tout dernièrement, un projet d'agrivoltaïsme qui se concrétise, c'est ça? Racontez-nous, Frédéric. Alors effectivement, donc je suis dans le Morbihan. Donc j'ai fait venir mes premières éoliennes il y a 15 ans. Les éoliennes, c'est vrai. On oublie que c'est aussi une production d'énergie possible. Tout à fait. Il y a 15 ans. Et donc à chaque fois, il faut essuyer les plâtres. Hein, ça,
Surtout quand on a de l'avance, quand on a 10-15 ans d'avance par rapport aux autres, eh bien, on essuie les plâtres et puis après on dit bah oui, finalement c'est facile. Oui, c'est facile. J'ai un voisin, je le disais tout à l'heure, qui m'a dit, qui vient de monter un projet photovoltaïque, il vient me dire c'est quand même formidable, on est visionnaire. J'ai eu il y a juste 15 ans de retard, mais bon. Et donc j'ai un projet effectivement d'agrivoltaïsme, donc sur un parcours de pondeuse, donc sur 18 hectares de pondeuse, donc qui est autorisé par la préfecture. Oui, parce que vous faites des poules pondeuses et des légumes. Voilà, sur 40 000 poules pondeuses plein air et 5 400 labels rouges. C'est bien de préciser. Donc sur 18 hectares de parcours, donc j'ai l'autorisation, donc 15 mégawatts, donc qui alimenteront 5 000 personnes en électricité. Et donc j'ai essuyé les places, j'ai commencé le dossier il y a 6 ans. C'est ça. Et donc il y a 6 ans, on ne connaissait absolument rien sur l'agrivoltaïsme, et donc j'avais peur de me faire avoir, entre guillemets, en signant tout un tas de choses. Mais aujourd'hui, je sais que j'ai trouvé la bonne société pour m'accompagner. J'ai d'ailleurs la possibilité de rentrer au capital. Et je suis content de tout ce qui s'est passé jusque-là. Bon, vous êtes un vrai entrepreneur, vous avez pris des risques, vous avez essayé de chercher la valeur ajoutée. C'est vraiment la clé de voûte de la réussite au bout du bout. Alors, j'ai commencé le photovoltaïque en 2009. Donc déjà à l'époque, j'avais mis 3 ans à avoir les premiers emprunts parce que c'était compliqué à l'époque. Et puis 2010, donc est venu le moratoire. Et 2010, on m'a dit dépêche-toi, de toute façon le photovoltaïque c'est terminé. Et donc après j'ai fait 7 centrales. D'accord. Aujourd'hui, j'ai 8 centrales sur toiture, donc plus le projet d'agrivoltaïsme. Donc c'est pour ça que je rejoins Hugo en disant qu'il faut s'adapter, que de toute façon, on va trouver des solutions. Dès que les portes, les fenêtres vont s'ouvrir, il va falloir mettre le pied pour pouvoir enrayer et puis s'adapter au fil du temps. On parle d'adaptation, on parle aussi de voisinage, d'acceptabilité sociale. Ça s'est bien passé pour vos installations? Pas trop de critiques, pas trop de... Alors, pas trop de critiques. Alors, moi, personnellement, je suis investi depuis 30 ans sur ma commune, donc je suis conseiller municipal. D'accord, ça peut aider. J'ai été président de GEC, j'ai été dans différentes associations, et oui, évidemment, on voit que ça aide parce que les gens me connaissent. Ben oui. Les gens me connaissent. Ça rassure. Donc, ils savent que s'il y aura une question, ils peuvent venir vers moi, et puis je répondrai à la question humainement, sans mots trop compliqués. Très important d'ailleurs, vous avez raison d'insister sur le facteur humain, et notamment pour les agriculteurs, ou les agricultrices d'ailleurs, qui voudraient produire de l'énergie. Ça peut être le facteur humain quelque chose de bloquant si on veut produire de l'énergie, et en plus si ça marche, alors est-ce qu'on va assumer que ça fonctionne? J'avais envie de revenir sur ce point avec vous, Frédéric. Oui, débloquer l'humain, vous m'avez dit. L'humain m'intéresse énormément, autant que le reste du métier. D'ailleurs, si vous pouvez aller dans tous les stands, donc on voit sur l'amélioration génétique, on voit sur l'amélioration de l'électricité, on voit sur tout un tas de choses, mais on ne parle pas du maillon principal qui est en fait l'humain. Et donc je fais partie de ceux qui pensent qu'en 2026 et dans les années à venir, celui qui devra devenir entrepreneur performant devra d'abord travailler sur lui-même avant de travailler sur le reste. Travailler sur lui-même avant le reste. C'est ça. Pour accepter quoi? Pour accepter de se lancer, pour se débloquer, exactement. Et pour accepter de réussir. Aujourd'hui, je suis thérapeute, je décode les croyances et pensées limitantes. C'est quelque chose qui m'intéresse depuis Ah oui, depuis c'est vraiment, 30 ans. c'est sérieux, c'est une casquette en plus. C'est une casquette en plus. D'accord. Et donc celui qui vient de penser là, à l'instant, ça n'a rien à voir avec l'agriculture, et ben ça c'est une croyance limitante. Très très bien. Et alors il y a du travail dans la production d'énergie encore, pour convaincre. Il y a énormément de travail, mais même dans notre métier de base, il y a énormément de travail. On a énormément de choses à faire sur l'humain. Il faut travailler sur l'humain. Ah, c'est intéressant. Ces tabous à faire sauter, tous ces verrous qu'on se met à soi-même. Intéressant. On travaille comme nos parents nous ont appris, on travaille comme les personnes nous ont appris avant. Et donc il va falloir casser tout un tas de choses pour aller de l'avant. Il y a d'autres pays qui l'ont fait avant nous, qui ont d'autres façons d'apprendre à leurs enfants comment travailler. Et donc on a des choses à apprendre sur les pays Très émergents. Bien. Ah, intéressant aussi cet aspect-là. Et des choses à apprendre des autres agriculteurs, l'aspect collectif, c'est là que je vous amène sur l'APEFA. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'association? Alors APEFA, ça veut dire agriculteurs, producteurs d'énergie, d'électricité, photovoltaïque, associés. Pourquoi avoir créé cette association? Alors c'est pas moi qui l'ai créé, c'est l'ancien président. Donc moi, je suis président actuel. Donc ça existe depuis 2006. Donc aujourd'hui, on présente 650 adhérents sur toute la France, principalement bretons, mais sur toute la France aujourd'hui. Et donc on aide. Donc j'ai 13 administrateurs répartis sur la France et 3 administratifs qui répondent au téléphone toute la journée et qui aident les agriculteurs qui vont vers elles, donc à monter le projet de A à Z, donc
donc à les orienter au niveau du matériel, au niveau de l'administratif. On aide beaucoup d'agriculteurs qui viennent vers nous généralement qui ont des soucis. Donc c'est comme ça qu'ils nous découvrent. Mais aujourd'hui, de 2009 à 2015, on a surtout réglé les problèmes. Après 2015, on s'est mis à former. Donc on a formé les agriculteurs. C'est important pour vous. Hein. Voilà, c'est ça. On a formé les agriculteurs. Aujourd'hui, on forme des juristes, des comptables, des banquiers au photovoltaïque pour qu'il y ait moins d'erreurs et surtout que nous, on passe moins de temps derrière à régler les soucis. Très intéressant. Merci. Merci beaucoup, Frédéric. Je reviendrai vers vous. Je regarde juste le timing. C'est bon, on est dans les clous. Je me tourne maintenant vers Gabriel Dufour. Gabriel qui représentait Agridé, responsable énergie et durabilité. Votre think tank s'intéresse à ce sujet depuis longtemps. Assumez d'être agricultrice ou agriculteur productrice d'énergie. C'est quelque chose qu'il faut pousser. C'est parce qu'il y a de très bonnes raisons de le faire. Vous avez d'ailleurs entrepris de faire un groupe de travail et une note Agridé qui devrait sortir à la fin de l'année, Gabriel. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Donc Agridé, c'est le think tank de l'entreprise agricole. C'est un think tank, un cercle de réflexion qui accompagne les réflexions des chefs d'agricoles qui sont de moins en moins nombreux et qui ont de plus en plus d'enjeux à adresser en ce 21e siècle. Beaucoup de complexité. On essaie d'éclairer les débats, on essaie d'apporter des propositions concrètes pour les chefs d'entreprise agricole. L'énergie est un sujet aujourd'hui stratégique pour toutes les entreprises, même hors secteur agricole, mais en agriculture particulièrement. Et c'est un sujet qu'on a toujours traité à Agridé, mais par petits bouts, par nos notes sur la biomasse, par nos notes sur la bioéconomie, par nos notes sur le climat. Mais on a ouvert un groupe de travail que j'ai le plaisir d'animer avec quelques personnes qui sont d'ailleurs à ma gauche. Qui sont venues sur lequel, alors le sujet que nous traitons, c'est le sujet de l'autonomie énergétique des entreprises agricoles et des territoires. C'est pile le sujet en plus de la conférence. C'est ça, c'est un sujet qui est un angle mort, on peut dire, dans le secteur agricole, puisque globalement, les agriculteurs, les agricultrices consomment des énergies qui sont plutôt fossiles et importées et produisent à peu près en même quantité, mais pas du tout avec aucune corrélation. Donc produisent des énergies renouvelables, locales, qui sont vendues, mais pas forcément autoconsommées. Donc il y a dans cet angle mort quand même une exposition au risque qui est assez important, aux aléas des marchés de l'énergie. Et donc voilà, on étudie cette autonomie, on essaie de trouver les points d'amélioration, les propositions qui pourraient faire que les agriculteurs, les chefs d'entreprise agricole demain soient plus autonomes, plus indépendants, et puis que l'énergie soit au service de l'agriculture et ne l'étouffe pas. C'est un équilibre à trouver. Une énergie au service de l'agriculture et même de tout l'écosystème de l'agriculteur. Hein. C'est ça, ça peut profiter non seulement à l'agriculteur, mais à d'autres acteurs du territoire. Si vous pouvez développer un petit peu ça. Oui, bien sûr, parce que les agriculteurs et les agricultrices produisent environ 20% des énergies renouvelables en France. Ah oui, c'est pas 20%. Alors ça, c'est chiffre. un chiffre qui vient de l'ADEME de 2015. D'accord. Qui n'a pas 2015, qui n'a pas été réactualisé. Alors malheureusement, ça doit être plus alors aujourd'hui. Ça peut être plus. L'ADEME est en train de réactualiser ces chiffres. Oui, il faudrait s'y mettre. Malheureusement, Marie-Laure, c'est demain. C'est demain qu'ils vont sur le salon de l'agriculture on leur fait de la pub. Annoncer les prochains chiffres. Donc on pourra vous dire si c'est plus ou moins que 20%. Bon, vous misez sur le plus. Attention, devant témoin. On verra. On imagine que c'est plus. Dans ces 20%, alors quand je dis qu'ils produisent de l'énergie, parfois c'est le foncier agricole qui est simplement le support de ces énergies. On a parlé des éoliennes. Frédéric Dinel ne produit pas d'énergie éolienne. Par contre, le foncier agricole supporte ces éoliennes. D'accord, c'est compris. Donc on peut avoir l'agrivoltaïsme, c'est aussi le cas. Ce sont des panneaux qui sont sûrs. Alors bien sûr, ça oblige les agriculteurs à réfléchir leur système agricole, mais ce sont quelque part, ce sont des rentes qui permettent, en tout cas, une diversification. On a prononcé le mot. C'est bien que vous le disiez. Une diversification des revenus économique. Ensuite, il y a des énergies. Alors la première énergie renouvelable produite par les agriculteurs, c'est les biocarburants. Les biocarburants. Ah ben oui, c'est vrai, on les a un peu oubliés. Et là, je regarde Anaëlle Bibard, qui travaille sur ce sujet. Ils produisent 96% des biocarburants en France, produits en France, sont produits par des agriculteurs. Et là, on parle de produits, ce sont des céréales. C'est ça, des betteraves colza, de betteraves, etc. Voilà. Donc une autre énergie à laquelle on ne pense pas, c'est le bois énergie. C'est le bois énergie. C'est aussi, les agriculteurs sont très producteurs dans cette filière. Et puis ensuite, l'éolien, donc je l'ai cité, c'est 87% des éoliennes sont sur du foncier agricole.
Oui, Voilà. on s'en doutait un Le petit peu. photovoltaïque, alors on n'a pas encore les chiffres, on va les attendre sur les toitures, on en a parlé. L'agrivoltaïsme, qui est une nouvelle filière qui se crée. Donc là, on a quand même l'agriculture, par son foncier, par ses compétences de chef d'entreprise agricole, contribue significativement aux transitions énergétiques de la France. Donc produit pour un territoire, puisque les électrons ou le biogaz, j'ai pas cité le biogaz aussi, évidemment, le biogaz, les agriculteurs produisent, alors le biogaz représente environ 3 à 4% du gaz naturel qui est fossile et qui doit être décarboné. Donc ça, c'est une énergie aussi décarbonée que les agriculteurs mettent à disposition des territoires et qui sont utilisés par les territoires. Donc on voit bien qu'il y a une contribution de l'agriculture à l'énergie, donc à la transition, aux transitions énergétiques, à la décarbonation, à la souveraineté. Et finalement, cette place dans la société n'est pas du tout connue, pas du tout valorisée. C'est vrai. On n'entend pas souvent. Et sans doute pour les raisons que tu as citées, Frédéric. C'est difficile pour le secteur agricole, je pense, d'assumer cette posture de je suis producteur d'énergie, parce que c'est pas toujours très bien vu même par ses pairs, PAIRS, les autres agriculteurs qui disent attention, voilà, il y a un côté sans doute psychologique à débloquer. Donc il y a des pionniers en agriculture. Depuis 15-20 ans, oui. Voilà, depuis 15-20 ans, qui ont essuyé les plâtres. On entend le côté pionnier, à la fois côté coopératif, à la fois côté... c'est beaucoup d'innovation, c'est beaucoup de changements. Bien sûr. C'est un côté finalement très entrepreneurial. Et c'est ce que je voudrais dire, parce que ce qui ressort finalement de le lien qu'on peut faire entre les témoignages qu'on a entendus, c'est le côté entrepreneurial. Donc, aujourd'hui, on n'est pas seulement agriculteurs, on produit de la nourriture, mais on produit aussi de l'énergie, on produit aussi des services environnementaux, on produit tout un tas de... tout au long on transforme à la ferme, ou bien il y a de l'agrotourisme. Voilà, cette diversification fait partie je deviens chef d'entreprise agricole et j'assume ce côté de produire des choses pour mon territoire, des choses qui sont utiles pour la société. Et parce que très concrètement, ça peut bénéficier à une commune, à une piscine de commune. Enfin, vraiment, et je trouve qu'il y a une opportunité là, pour le monde agricole, d'être mieux vu par la société, d'avoir des nouvelles relations. D'ailleurs, on va peut-être en parler, il y a des boucles locales qui se créent avec l'autoconsommation collective, adossées à des communautés de consommateurs. Ça se développe, ça, Gabrielle, depuis quelques années. Ça se développe, alors doucement, c'est un sujet qu'on voit avec le groupe de travail. Autoconsommation collective, c'est ça comme ça que ça s'appelle ? Autoconsommation collective, voilà. Il faut trouver un modèle qui soit rentable. Donc il faut avoir des consommateurs, qui sont souvent des professionnels, avec des horaires. Vous connaissez l'intermittence des productions d'énergie renouvelable fait qu'il faut trouver les bons horaires de production, de consommation, et puis et trouver un modèle rentable qui permette aux agriculteurs vraiment de rentrer dans ces modèles, qui permettent d'échapper au marché et aux fluctuations du marché. Et bien sûr, tout à fait. Et d'être plus autonome, indépendant. Donc ça, c'est les qualités de chef d'entreprise que nous, on valorise beaucoup chez Agridé. Et stratège, parce que ça s'intègre dans la stratégie d'entreprise. Et bien sûr, ça c'est vraiment la stratégie. Pour l'énergie, on parle de production, mais il y a la stratégie aussi pour la consommation. Baisser ses énergies, être plus efficace, plus sobre, et produire des ENR. C'est vraiment les trois piliers de notre stratégie d'ailleurs de transition énergétique. Et le mot résilience économique est tout à fait justifié. Quand on entend des agriculteurs qui le font, c'est vraiment le mot qu'ils prononcent. Je suis en résilience économique sur mon exploitation. C'est avant tout une opportunité économique pour les chefs d'entreprise agricoles. Il y a certaines régions de France, je vais citer les zones intermédiaires, dans lesquelles les potentiels agronomiques sont très faibles, dans lesquelles l'énergie peut devenir une stratégie, soit au sein d'une coopérative, soit au sein d'une entreprise agricole, pour vraiment pouvoir donner de l'air, pouvoir refaire des projets, et d'ailleurs, je te cite Frédéric Dinel, qui a choisi d'aller dans l'agriculture parce qu'il y avait des projets énergie. Bien sûr. Il y a ce côté économique, mais il y a aussi un côté pour des jeunes ou pour des on va en parler, innovation, Gabrielle. excitation et installation, aide à l'installation. On reviendra avec Éloi et Amarenco qu'on va retrouver tout à l'heure au Café des Agris, qui sont partenaires pour installer, parce que c'est effectivement, tu parlais d'aération et de vision, c'est très intéressant. Une toute dernière question et après je passerai la parole à Clément. Par rapport à Hugo, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que l'horizon s'obscurcit ou s'éclaire un peu avec les décisions gouvernementales, l'Europe aussi? Qu'est-ce que tu penses de cette actualité là en ce moment législative? On est à un moment charnière, on le sait tous. Il y a une PPE
on est content. Ouais, C'est-à-dire que PPE3. les PPE, elles déclenchent les appels d'offres. Et c'est ce qui va déclencher après des productions, finalement, filière par filière. Donc, tant qu'il n'y a pas d'appel d'offres, finalement, les filières sont un peu bloquées. Donc là, mais effectivement, il y a de l'inertie. Donc, c'est des chiffres... voilà, il y a une PPE. Donc c'est déjà, ça a débloqué une situation, mais il y a une clause de revoyure dans un an. Donc en fonction des élections présidentielles, on ne sait pas encore. On voit bien que le sujet énergie est un sujet très clivé, avec beaucoup d'idéologie, beaucoup d'idéologie. Sans doute beaucoup plus au niveau national que sur le terrain. Les élus de terrain sont plutôt favorables aux énergies renouvelables. D'ailleurs, les riverains aussi, il y a des sondages IFOP qui montrent que les riverains en profitent en plus. Au bout exactement. Donc on a vraiment quand même cette différenciation entre le niveau national, au niveau politique, et le niveau local, qui est, à mon avis, la clé des transitions se trouve dans les territoires. Merci Gabrielle. Je n'ai pas le bon rôle, je regarde l'heure, je suis désolée, mais on pourra continuer au Café des Agris avec vous quatre et avec nos exposants et experts qui seront présents. Clément Bizois, vous êtes expert comptable, membre du réseau Agir Agri. Vous avez écrit un excellent article sur la méthanisation avec plein de conseils. Alors, sans trop spoiler, vous allez quand même nous en donner un petit peu là sur cette table ronde. Vous avez une équipe de... Voilà, présentez-nous le cabinet et puis pourquoi vous êtes devenu expert notamment pour accompagner des agriculteurs qui voulaient se lancer dans la méthanisation sur votre territoire, Clément. Oui, effectivement, donc, je suis expert comptable à Meaux, en Seine-et-Marne. Donc, évidemment, le centre des orientations qu'on a l'occasion d'accompagner, c'est de la grande culture, évidemment, sur les terres très riches de la Brie. Et on a eu l'occasion d'accompagner, il y a maintenant une dizaine d'années, un des pionniers sur la méthanisation en Seine-et-Marne. Oui, pardon. Oui. Un des pionniers sur la méthanisation en Seine-et-Marne. Effectivement, ça marche mieux comme ça. Un des pionniers sur la méthanisation en Seine-et-Marne, qu'on a accompagné sur le dimensionnement de son projet, sur la fiabilité économique, sur l'aspect humain également, sur lequel vous avez lourdement insisté. Voire psychologique. Qui me semble vraiment essentiel sur des projets de méthanisation, qui se montent souvent à plusieurs. Et comme on a accompagné ce pionnier, ça nous a donné une aura, parce que tout se sait dans la plaine, ça nous a donné une aura au niveau local qui fait que, à notre petit niveau, on a pu aussi accompagner le développement de la filière, qui a eu un vrai coup d'accélérateur en 2017-2018, et on suit aujourd'hui entre 20 et 25 projets entre 20 et 25 unités de méthanisation en injection, donc dans le secteur autour de Meaux. Ce qui nous donne l'occasion donc de suivre, de comparer, d'être vraiment dans une posture de conseil pour les aider à mener à bien leur projet et à trouver la rentabilité qui va amener de l'économie et de la rentabilité également sur les fermes. C'est quelque chose d'exigeant, en tout cas, pour un agriculteur, quand même, de se lancer dans la méthanisation. Oui, exactement. Il y a pas mal de fantasmes autour de la méthanisation, en fait, que c'est la poule aux œufs d'or, que voilà, il y a effectivement une rentabilité qui est intéressante, en tout cas pour les projets qui se sont lancés il y a une dizaine d'années. Le contexte aujourd'hui est parfois un peu plus compliqué, avec des taux d'intérêt qui ont pu remonter, avec des coûts de la construction qui ont augmenté depuis 5 ans, et donc un contexte et des taux de rentabilité espérés, attendus, qui sont peut-être moins favorables qu'à une époque. Ça reviendra. En attendant, c'est des projets qui aujourd'hui ont une belle rentabilité, et j'allais dire heureusement. Heureusement, oui. Parce que comme je le disais il y a quelques minutes, c'est des projets qui, pour beaucoup, se sont initiés en 2017 et 2018, ceux qu'on accompagne, et qui déjà, entre passer de la phase projet à la phase d'injection, ont connu une maturation de 3 à 5 ans, avec des porteurs de projets qui souvent ont pris des cautions personnelles très importantes à leur niveau, qui se sont investis, qui ont travaillé bénévolement pendant la phase projet, et qui maintenant, dans la phase d'injection, assument des astreintes. Donc tout ça, c'est une belle rentabilité, mais il y a aussi beaucoup de travail en face, par analogie par rapport aux différentes productions d'énergie qui ont été évoquées depuis quelques minutes. C'est pas comme du photovoltaïque ou de l'éolien. Il y a vraiment un investissement très lourd, humain, au jour le jour dans la production d'énergie. Un peu comme dans l'élevage, oui, parce que sur la méthanisation. Oui, en fait, c'est de l'élevage. Oui, c'est de l'élevage, en fait. Qu'on aille vers de la méthanisation d'injection avec davantage d'effluents d'élevage ou avec des cultures intermédiaires, des cives. Finalement, on le fait maturer pendant 2-3 semaines à 40 degrés, et c'est ça qui fait que ça dégage de la méthanisation. Ça ne s'arrête jamais, jour et nuit, soirée, week-end, jour férié, aussi bien au mois de décembre qu'en pleine moisson. Il faut que ça tourne. Il faut que ça tourne parce que c'est un outil industriel. Un outil industriel, pour avoir de la rentabilité, il n'y a pas 50 solutions. Il faut bien le dimensionner au départ pour ne pas être en sous-capacité ou en surcapacité de production. D'accord.
Il faut sécuriser les gisements parce que une unité qui tourne bien, c'est rapidement 6, 7, 8, 10 000 euros de chiffre d'affaires par jour. Moi, j'allais vous demander de parler un petit peu de chiffres, vous l'expert comptable, au bout du bout, combien ça peut rapporter en moyenne? Simplement, quand vous avez une unité qui produit 8 000 euros de chiffre d'affaires par jour, quand vous avez une fenêtre de tir pour aller moissonner votre blé ou votre méthaniseur qui risque de s'arrêter pendant 48 heures, les choix sont parfois pas simples à faire. Je comprends, bien sûr. Donc il y a cet enjeu de gisement et l'objectif ultime pour trouver de la rentabilité, c'est effectivement de faire son Cmax, c'est-à-dire d'atteindre l'optimum de production avec le meilleur prix garanti pour les méthaniseurs. Donc ça paraît presque évident, hein, c'est un outil industriel, il faut que ça tourne et on ne peut pas se permettre le moindre aléa de production, c'est ça qui rapidement va consommer la marge. Alors vous m'avez posé la question de la rentabilité. Il y a encore les projets qui sont lancés il y a une dizaine d'années. On peut attendre sur la durée du projet une rentabilité de l'ordre de 12% environ. Hein. Alors c'est pas du tout linéaire, c'est très ingrat pendant 7 ans, 8 ans, pendant lesquels vous ne vous rémunérez pas de votre travail. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a énormément. C'est qualité numéro 1 de quelqu'un qui se lance dans la méthanisation. C'est la patience. La patience. Voilà. Mais au bout du bout, effectivement, ça apporte une rentabilité qui aujourd'hui est véritablement intéressante. Hein. Vous connaissez le contexte dans lequel on se situe, la récolte 2024 avec des rendements qui ont été très lourdement en baisse, notamment dans notre région. Et puis le contexte actuel de prix, hein, avec des cultures qui sont très mal payées. Quand vous pouvez avoir un petit complément de revenus avec des dividendes qui sont liés à un travail, hein, j'insiste, hein, mais qui vont conforter les revenus des fermes, aussi bien avec la production d'énergie, qui permet de dégager des dividendes, mais aussi avec la production des cultures intermédiaires pour mes clients agriculteurs qui produisent des cives. Entre ce qu'on retire du méthaniseur, la vente de cultures pour lesquelles on a un prix qui ne dépend pas de la cotation, mais qui est un prix fixé par les agriculteurs méthaniseurs. Et j'ajoute à ça le digestat, vous le savez, hein, qui est riche en potasse, en phosphore, qui permet d'économiser sur la facture d'engrais, là aussi, marché très fluctuant depuis quelques années et qui grève la rentabilité des fermes. Et ça plus ça amène une belle rentabilité et en tout cas, ça apporte beaucoup de sens à la production de biométhane. Ouais. Vous m'avez aussi décrit 3 conseils, 3 choses avant de se lancer. Il faut être vigilant sur 3 facteurs, mais il dit ne pas se lancer seul aussi, le soutien de l'État et le banquier. Le banquier aussi, un allié. C'est vrai que c'est une mise en garde que j'ai pu faire, que j'ai pu donner à tous les projets que j'ai eu l'occasion d'accompagner. Méthanisation ou pas d'ailleurs, hein. Ça peut être. Alors c'est particulièrement vrai pour la méthanisation. D'accord. Parce que sans ces 3 partenaires que vous venez de citer, on peut difficilement réussir. L'État, parce qu'évidemment c'est un marché subventionné, il faut le rappeler. Oui. Le prix du gaz, le prix de rachat du gaz qui est proposé à mes clients, c'est pas un prix de marché. Hein. Donc si l'État ne subventionne pas la filière n'existe pas. D'où ce que vous rappeliez il y a quelques instants, hein, l'importance d'une volonté politique pour aller produire de l'énergie locale, renouvelable, et non pas l'importer de Russie ou de zones déjà fossiles et puis de zones pas forcément stable ou géopolitiquement recommandé. Voilà. Tout à fait. Donc le soutien de l'État est indispensable. Oui. Le deuxième acteur essentiel, c'est les banques, parce qu'une unité de méthanisation, aujourd'hui, le ticket d'entrée pour les petites unités, les plus petites unités, on a 3 millions. 3 millions d'euros. Hein, plus régulièrement, pour les unités qu'on a l'occasion de suivre, on est dans les 6 à 7 millions d'euros. Donc autant vous dire qu'on ne trouve pas ça tous les jours et que sans le partenaire, sans les financements bancaires, c'est juste pas possible en fait. Hein. Donc les banquiers, au moins dans notre zone, ont joué le jeu, ont vraiment contribué au lancement de la filière, on peut le saluer, c'est vraiment un soutien important. Et puis le troisième acteur, hein, qui est sans doute le plus important, et là je vous rejoins à 100%, c'est le facteur humain. Parce que quand on lance un projet d'une telle envergure, avec de tels enjeux financiers, avec une implication humaine en termes de travail qui est vraiment importante, on le fait rarement seul. Et sur les 20-25 projets que j'accompagne, j'en ai qu'un seul où le porteur de projet est seul. Tous les autres, c'est des projets qui sont collectifs, 2, 5, parfois 10, 15 associés autour de la table. 15 agriculteurs. 15 agriculteurs, oui, tout à fait.
Ok. On est vraiment Ok. dans la méthanisation agricole. Ouais, d'accord. Donc ça suppose de travailler ensemble, d'avoir une logique collective et donc de bien s'entendre. Les agriculteurs, en tout cas dans nos régions, ont parfois le réflexe de cultiver seuls. Hein. C'est des gens qui se connaissent beaucoup, qui se côtoient, qui se fréquentent. Il faut passer de cette logique individuelle à cette logique collective D'accord. qui est Très vraiment intéressant. porteuse de valeur. Merci beaucoup Clément pour ces précieux conseils et je rappelle l'ouvrage Moi agriculteur je pilote et le chapitre notamment sur la méthanisation. Vous développez ce que vous venez de nous dire, cet aspect collectif. Hugo, j'avais envie de revenir vers vous sur cet aspect-là. La coopérative peut aider aussi, le modèle coopératif. C'est précieux. Je ne vais pas vous, Vous dire allez le pas me dire contraire. le contraire. Sinon, Alors mon il faut conseil m'argumenter, d'administration- même si on oui, s'en non, mais, doutait. Taquiner. bien sûr qu'il est précieux. Pourquoi on l'a dit pas mal dans les exposés. Il y a, le monde agricole a su répondre aux enjeux de transition énergétique. Et en fait, c'est pas par opportunisme. Il y a des fondements à tout ça. C'est-à-dire que déjà, le fait d'avoir de la visibilité sur du long terme, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas dans l'agriculture. Hein. Souvent, on met en production, on met des intrants, on met des charges, et puis on attend de savoir à quelle sauce on va être mangé à la fin. Et on raisonne par saison. Là, le fait d'avoir une visibilité, c'est quelque chose d'assez quand même surprenant. Précieux et surprenant. La dégradation, de toute façon, de la rentabilité intrinsèque de l'agriculture a aussi incité à devoir trouver de nouvelles sources de revenus. Donc, on parlait de diversification. Baisse des aides de la PAC, tout ça, tout ce qui. Oui, tout alors ce qui ce dégrade matin, le revenu. j'entendais à France Inter qu'il n'y aurait pas de baisse de la PAC. Bon. Un coup c'est oui, un coup c'est non. En tout cas, on sent que le contexte il est plutôt fluctuant et que de toute façon, toutes les solutions qui permettront de nous rendre indépendants de ces aides permettra de toute façon de choisir. Mais juste pour reboucler sur en quoi la coopérative peut être un atout, nous, et ça rebouclera avec la notion de pourquoi les agriculteurs ont réussi à saisir cette opportunité de la transition. On n'est pas allé sur toutes les énergies, alors notamment sur le territoire, on a beaucoup de difficultés avec l'éolien. Plutôt par rapport à l'acceptabilité. Moi j'ai l'habitude de dire on a les trottoirs au bord des fermes, donc on est très soumis. Alors c'est un avantage pour la consommation, la vente directe, etc. C'est une opportunité pour nos agris, mais par contre on a pas mal de contraintes sur l'acceptabilité. Et donc par contre on a fait le choix nous d'aller chercher des solutions là où les énergies apportent des solutions à l'agriculture. C'est qu'il y a vraiment une synergie dans l'ensemble des solutions de production d'énergie qu'on allait pousser. Par exemple, la méthanisation. On va en fait avoir un outil économique qui nous permet de financer la transition agroécologique. Aujourd'hui, on a parlé de Digesta, ça va être un intrant qui va nous permettre de nous rendre plus indépendants vis-à-vis des engrais. On va systématiser la couverture de nos sols. On va assainir plus régulièrement nos litières de nos élevages. Donc ça a tout un tas de bénéfices en fait et de synergie positive. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La SAS en tant que telle, la méthanisation, elle a un compte de résultat avec un résultat net à la fin qui permet de remonter des dividendes à ses associés. Mais en fait, il y a tout un tas de flux parallèles sur l'achat de cives, le retour au sol de Digesta. Et tout ça, ça va permettre de créer une économie globale qui est plutôt positive et qui permet aux agriculteurs d'avoir une aisance financière qui leur permet de prendre ces engagements, changer leur mode d'implantation, changer leur façon de travailler les sols. Donc tout ça, c'est des co-bénéfices. Ensuite, sur l'agrivoltaïsme, on va avoir des outils qui vont nous permettre de mettre les poules à l'abri, soit des rapaces, par exemple. Nous, on a une grosse pression buse chez nous. Une buse, c'est une poule par jour. Donc l'enjeu de la protection par des volières, c'est une réalité. On a des parcours, vous parliez de 18 hectares. Nous, les plus gros poulaillers qu'on a, c'est du 30 000 poules, mais ça fait quand même déjà des parcours de 12 hectares. Les poules, quand elles ont valorisé 1,5 hectare, c'est déjà plutôt pas mal. Et donc en fait, on a toute une surface qu'on a du mal à valoriser. On a commencé à mettre des arbres, mais en fait, c'est des nichoirs pour les buses, donc on se fait dégommer les poules. Donc voilà, il y a tout un tas d'enjeux à essayer de trouver des synergies. Et donc en ça, l'agrivoltaïsme peut être une bonne opportunité pour le bien-être animal. On pourrait faire le pendant c'est intéressant que vous disiez ça, parce que la sur question le bovin, se pose c'est encore. pareil. Et l'ovin aussi. Ovin, bovin. Alors moi, je parle souvent assez peu de l'ovin, mais par rapport à un contexte local, nous on est assez peu concernés par la filière ovine chez nous. Et puis la filière ovine a été souvent un peu l'arme de bataille de la filière agrivoltaïque en disant regardez, alors c'est parce qu'en fait effectivement il y a eu des vrais bénéfices sur la production fourragère, etc. quand les choses sont plutôt bien faites. Donc l'agrivoltaïsme, on y allait pour tout simplement apporter de la résilience à nos systèmes. Nous on est sur des systèmes où on a un accès à l'eau qui n'est pas toujours équitable à l'échelle de l'ensemble du territoire, des territoires avec des sols plutôt séchants. Donc nous on l'a vraiment vu comme un outil déjà d'adaptation au changement climatique. Et puis après, il y a tous les co-bénéfices supplémentaires qui peuvent être effectivement des loyers, de la diversification. Mais en tout cas, on réfléchit toujours d'abord par l'impact sur la production. Et le filigrane qu'on peut avoir entre la méta et l'agrivoltaïsme, c'est que nous, en fait, on a pris le sujet, la coopérative, en se disant ces deux filières peuvent aussi bien être des opportunités que des menaces.
D'accord. Je vais vous donner un exemple sur la méthanisation. On a des méthaniseurs malheureusement aujourd'hui par le manque de contrôle qui valorisent des cultures dédiées. Nous en tant que coopérative, tous les hectares qui partent en méthanisation, qui ne vont plus dans nos silos, c'est autant de tonnes qui ne peuvent plus nous permettre d'écraser nos charges. Okay. Et nous, on est liés à ça. Hein. C'est une coopérative pour pouvoir réussir à écraser ces charges. On a tout un tas d'infrastructures, de silos. Il faut qu'on puisse rentrer des volumes. Donc tous les volumes qui nous échapperaient, potentiellement. Donc il y avait le choix, en fait, le conseil d'administration, c'est-à-dire soit on laisse se développer la filière, on regarde se faire et on verra ce que ça... Soit on est acteur et on montre qu'on peut faire de la méthanisation en complémentarité d'usage. Continuer à vendre des céréales, mais également aller chercher une valorisation de nos intercultures, nos effluents d'élevage, etc. Donc ça a été l'état d'esprit de la méthanisation. On a montré que ça marchait. Aujourd'hui, on a 100% de méthaniseurs qui ne valorisent pas une tonne de culture principale. Et sur l'agrivoltaïsme, ça a été exactement la même chose. On a eu des projets où on a, du jour au lendemain, 70 hectares de grandes cultures qui basculent en prairie. D'accord. Parce que du jour au lendemain, les gars vont devenir éleveurs. Bon, s'improviser même. Voilà, l'élevage, c'est un peu contraignant quand même. Beaucoup de gens ont fait l'inverse à un moment donné. Voilà, donc tous ces projets alibi, on essaie de lutter contre et on essaie de remettre du coup de l'agronomie vraiment au centre, des enjeux zéotechniques en disant par contre on est convaincu que ça peut être une opportunité dans certaines conditions. Donc voilà un petit peu nous l'approche, c'est de se dire tout ce qui peut être au service de la production agricole, mais production agricole avant tout, et tout ça doit être une diversification. Et simplement pour le photovoltaïque toiture, vous pourriez vous dire ouais mais du coup là le lien avec l'agriculture, il n'y en a pas vraiment. On l'a dit, hein, c'est pour ses propres besoins, c'est pour financer un bâtiment. Aujourd'hui l'économie, le gain de la filière en tant que tel ne permet pas toujours de pouvoir dégager de l'argent et la capacité à investir pour se financer un bâtiment. Et donc, en ça, c'était une vraie opportunité. Alors, je dis c'était, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, avec les tarifs qu'on a du mal à joindre les deux bouts. Mais en tout cas, c'est ça qui fait aussi... L'année dernière, sur le S21, donc vous m'excuserez pour les termes, mais grosso modo, les tarifs qu'on avait pour du 100-500 kg, je crois que cette gamme-là, c'est 800 millions d'euros de valeur ajoutée dans le monde agricole, tous les ans. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est pour aussi, quand on lève le doigt vis-à-vis de nos politiciens en disant si vous fermez ces opportunités-là, vous fermez une opportunité de valeur dans le monde agricole aussi. Donc, faut juste... Merci beaucoup Hugo, et je laisse la parole aussi à Frédéric. Prenez un micro pour compléter ou pour réagir, puisqu'on a quelques minutes. Oui, juste rapidement, je te suis complètement sur tout ce que tu as dit Hugo. Juste rappeler qu'en fait, un entrepreneur, un agriculteur qui gagne de l'argent continue d'entreprendre pour justement faire tourner toute la mécanique derrière. D'accord. Donc on ne gagne pas de l'argent juste pour gagner de l'argent. C'est une dynamique, un entrepreneur en fait. reste un entrepreneur, et une fois qu'on a cette fibre, on continue. Non mais c'est très bien, vous pouvez développer, parce que je voulais finir avec vous Frédéric justement. Est-ce que vous avez envie de réagir à ce que vous avez entendu, cet état d'esprit qu'il faut avoir? Le bien-être animal aussi, c'est quelque chose qui... Alors bien-être animal, juste reprendre Hugo sur le fait qu'en filigrane, en fait, ce que l'on entend quand même, c'est que moi, à une époque, j'ai investi dans le photovoltaïque pour avoir une marge supplémentaire, avoir un levier supplémentaire, parce qu'on voyait que tout allait devenir fluctuant. Et monter une entreprise, être entrepreneur sur quelque chose de fluctuant, c'est comme marcher sur des sables mouvants, on ne sait pas où on va. Donc il nous fallait quelque chose de sourd. D'ailleurs, beaucoup d'agriculteurs ne sont pas partis dans le photovoltaïque donc en 2010, parce que quand on nous proposait des contrats de 20 ans, personne n'y croyait, tout simplement. En agricole, un contrat de 20 ans, c'était du jamais vu, donc beaucoup n'y sont pas allés, c'était trop beau pour être vrai. Ouais. Et donc sur l'agrivoltaïsme, moi effectivement, aujourd'hui sur mes 18 hectares, je n'ai pas beaucoup d'arbres et d'arbustes, et c'était un choix, parce que j'en ai planté quand je me suis installé en 98. Aujourd'hui, je regrette un peu parce que les essences étaient mal choisies à l'époque et que c'est énormément d'entretien. Mais sur mon projet d'agrivoltaïsme, donc sur les 18 hectares, aujourd'hui, on va mettre près de 750 arbres et arbustes, parce que l'idée, c'est de les faire sortir sur des peignes, sur des haies, ensuite sur des arbustes, ensuite sur des arbres et ensuite sur le photovoltaïque. Parce qu'on veut qu'elles migrent un maximum sur les terres aujourd'hui où elles ne vont pas, en étant protégées. Parce qu'effectivement, j'ai des buses, j'ai des renards. Un renard, c'est pareil, ça aime beaucoup la pondeuse. Et donc voilà, on a essayé de faire des projets qui sont d'envergure et qui mixent un petit peu différentes choses. D'accord Frédéric, merci. On va terminer là-dessus. J'avais envie de vous demander peut-être un dernier conseil ou une qualité à avoir quand on veut se lancer, quand on est agricultrice ou agriculteur. J'insiste sur agricultrice aussi, Gabrielle, parce qu'il faut aussi qu'elles se lancent, ces dames. Et il y a des exemples. Oui, je te remercie Marie-Laure
de dire le mot agricultrice, parce que c'est vrai que le secteur agricole est un secteur plutôt masculin, on sait. 26% de femmes seulement chefs d'entreprise agricole. Et en plus, ça n'augmente pas, voire ça baisse. Dans l'énergie aussi. Donc Oui. on a plutôt des profils masculins, bien que je n'ai absolument pas de soucis avec ça, mais il faut aussi permettre aux femmes, justement, qui ont en plus des freins souvent structurels, économiques, pour l'installation. Mon rêve, ce serait qu'on a eu cette première, par exemple en agrivoltaïsme, on a eu une première vague d'installation sur des profils, on comprend bien, expérimentés, des hommes plutôt expérimentés, bien implantés dans le territoire. Tout à fait. Avec c'est typique Frédéric, et vraiment le profil type, avec déjà une production d'énergie. Donc il y a déjà cette acculturation à l'énergie. Mon rêve, c'est que la vague suivante, puisque vous êtes les rôles modèles maintenant, eh bien, ce soit des profils qui profitent à la diversité, des nouveaux profils agricoles qui sont non issus du monde agricole, qui peuvent être des femmes, qui peuvent être des personnes qui ne sont pas, qui ont plus de difficultés à s'installer. Pourquoi pas imaginer un agrivoltaïsme ou une énergie au service de l'installation des jeunes, parce que ça peut tout à fait être on va en reparler tout à l'heure. C'est vraiment l'attractivité de l'énergie, je le redis, c'est quelque chose d'un peu excitant pour les jeunes. Donc vraiment, je l'espère de tous mes voeux que peut-être je regarde Amarinko parce que je sais que c'est un sujet qui les touche aussi. Peut-être poser la question des femmes dans ces projets-là, leur absence surtout, et peut-être essayer d'ouvrir à plus de profils divers. Eh bien, le vœu est lancé, la formation, plus d'inclusivité, on comprend bien. Merci Gabriel. Le message, Frédéric, un petit commentaire rapidement. Je rajoute, je rebondis sur ce que tu dis. J'ai le cas d'une personne, d'une femme qui s'est installée grâce à l'agrivoltaïsme. Donc dans un secteur où c'était pas possible. Et grâce à l'agrivoltaïsme, elle a pu mettre des moutons et développer quelque chose derrière. Donc c'est possible. Donc c'est possible, les exemples, et il va y en avoir, j'espère, de plus en plus. Merci Gabriel. Une qualité un dernier conseil. J'ai droit à un mot de la fin également. Le mot de la fin, comme Hugo. Avant de passer la parole. Non mais effectivement, vous l'avez rappelé en ouverture, le contexte il n'est pas exactement simple, mais je pense qu'il faut voir que souvent mes clients me demandent mais qu'est-ce que je vais devenir, le contexte est compliqué, etc. Ce que je leur réponds, c'est que j'ai des clients agriculteurs, j'ai aussi des clients non agriculteurs, et j'en ai aucun, quel que soit le secteur d'activité, qui sait me dire dans 5 ans mon entreprise elle fera tant de chiffre d'affaires, elle aura telle rentabilité. Ça c'est le propre de l'entrepreneuriat. Il y avait une certaine forme d'inertie dans le monde agricole où finalement, pendant très longtemps, on avait un gros quota de betteraves, on a les Z-Pack, etc. Et simplement en produisant, on avait un certain niveau de revenu. Là aujourd'hui, quand je regarde ma clientèle agricole, j'ai effectivement des gens qui n'ont pas vraiment su se réinventer. Alors on essaie de les accompagner. Et effectivement, si on reste dans une philosophie un peu traditionnelle, ça peut être compliqué. Mais j'ai aussi des gens qui sont d'un dynamisme extraordinaire. Vous avez tous cité le mot d'entrepreneur, de pionnier, etc. Et pour lesquels je ne me fais aucun souci, parce que ils sont capables d'avoir le coup d'avance qui fait qu'un coup sur l'énergie, un coup sur d'autres productions, un coup sur des cultures à valeur ajoutée, et vont être capables de se développer. Et c'est ça qu'on essaie de promouvoir au niveau du groupement Agiragri, à notre petit niveau de conseil. Alors moi je ne suis pas agronome, je ne sais pas faire pousser un épi de blé, mais on peut aussi aider à ça dans le dynamisme entrepreneurial et puis dans le fait de mettre en chiffres des réalités, des projets, effectivement. Merci Clément. Se renouveler, je retiens ça aussi de vos propos. Et Hugo, pour terminer. Oui, je vais peut-être répondre à la question tout à l'heure sur l'intérêt des coopératives. Ça fait un peu le trait d'union, c'est de se dire qu'aujourd'hui, les agriculteurs entrepreneurs, innovants, qui avaient la capacité financière, intellectuelle d'aller d'eux-mêmes sur ces projets-là, peut-être que le rôle de la coopérative, c'est aussi de tirer ces gens qui d'eux-mêmes n'y seraient pas allés. Donc ça, c'est un rôle. Mais après, de façon plus générale, moi, la réponse que j'ai, c'est que de toute façon, les exploitations agricoles consomment de l'énergie directement, du GNR, de l'électricité, du gaz, etc. Elles en consomment indirectement, beaucoup par le biais des engrais, on en a parlé. Elles disposent de foncier, que ce soit des terrains à exploiter, du patrimoine bâti, et elles détiennent la biomasse. Et en fait, si je donne un chiffre, par exemple, à l'échelle de notre région, 90% de la biomasse méthanisable est de la biomasse agricole. Donc si on veut faire du biogaz en région chez nous, ça devra passer par de la méthanisation agricole. Et donc du coup, mon message, c'est simplement de se dire que de toute façon, on a tous les ingrédients pour pouvoir saisir ces enjeux autour de l'énergie. Dans le contexte dans lequel on vit, il y aura des enjeux qui seront différents dans 5 ans, etc. Mais en tout cas, le fait de se préoccuper de cette thématique-là, ça peut être de monter dans le train juste par une première petite installation, etc., mais de se faire la main avec cette nouvelle culture,
Moi, je dis toujours aux agriculteurs qui se posent la question ou qui sont plutôt des détracteurs, parce qu'on a beaucoup d'agriculteurs détracteurs des énergies renouvelables. Faut le dire aussi. De dire qu'ils ont toujours produit de l'énergie. Alors on a parlé des biocarburants, mais l'alimentation c'est de l'énergie. Donc en fait il faut arrêter ce tabou et simplement saisir les opportunités qu'on a aujourd'hui. C'est un peu le sens de l'histoire, c'est ce qu'on comprend en vous écoutant. Merci beaucoup. On vous retrouve au Café des Agris. Vous aussi, cher public, vous pourrez poser vos questions et on va avoir comme invité Luna Vital-Durand, experte énergie chez Eloi, Thierry Moiroux, directeur grand compte d'Amarenco, Samuel Richard, directeur commercial d'Iris Solaris, qui a un stand aussi sur ce salon, et un autre de vos collègues experts comptables, Alban Croza, qui nous rejoint. Donc on se retrouve à midi au Café des Agris tout droit et là vous pourrez poser vos questions. À tout de suite. Merci beaucoup, on vous applaudit. Merci à tous les quatre. Merci.